Donc voilà. Ici, on parle vraiment ici d'une première campagne, donc on va parler des essentiels du marketing par courriel, email marketing. En France, on parle de emailing aussi. C'est la même chose, c'est une communication envoyée par courriel à un groupe de gens avec un but précis. Donc, qu'est-ce que le marketing par courriel? On va en parler brièvement. Les forces, ROI, retour sur investissement, le contact, le lien, c'est des choses auxquelles je crois beaucoup. Qu'est-ce que le marketing versus le transactionnel? Il y a parfois un peu de confusion là-dessus et surtout, les lois et les ne sont pas les mêmes. Fidélisation et engagement, les deux grands mots-clés pour le marketing par courriel, ces deux grandes forces. Loi et bonnes pratiques, on va en parler aussi brièvement. Il y a beaucoup de matériel qui est disponible en ligne et puis on a aussi plus d'informations là-dessus. Ensuite, on va aller sur une partie un petit peu plus pratique. Je vais utiliser l'application puis je vais vous montrer un peu comment on peut gérer ses contacts, créer sa campagne et c'est quoi un bon résultat. Qu'est-ce qu'on peut estimer, qu'est-ce qu'on peut espérer en fait. Donc, première campagne, qu'est-ce que le marketing par courriel? J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Marketing par email, email marketing, emailing, c'est de l'envoi ciblé et personnalisé de messages promotionnels, commerciaux ou informatifs à une liste de contacts. Il faut faire attention parce que même s'il y a le mot marketing, lorsqu'on parle de ça, c'est important de comprendre aussi que ça s'adresse aussi à des organisations sans but lucratif, à des fondations, à des organisations. Le but n'est pas nécessairement de vendre quelque chose, le but peut être de communiquer quelque chose. Il y a aussi des organisations qui servent de ça pour communiquer des informations à un groupe de personnes, des groupes de parents, des groupes de citoyens. Donc, il y a commerciaux, promotionnels, mais il y a aussi un volet qui est informatif, qui est important. On retient qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est de plus en plus important, c'est qu'il faut que ce soit des envois ciblés. J'imagine, si vous êtes comme moi, que vous recevez des dizaines et des dizaines de courriels qui ne vous concernent pas, que des gens s'imaginent peuvent vous intéresser. Qu'est-ce que vous en faites? Vous ne les lisez pas, vous ne les consultez pas. Donc, c'est important de comprendre que quand c'est des messages qui sont ciblés, c'est beaucoup plus important que d'envoyer largement à une grande liste qui n'est pas du tout intéressée. Envoi personnalisé, on en parle de plus en plus. Donc, aller chercher des éléments qui permettent d'avoir des éléments clés qui vont concerner les gens, qui vont se sentir personnellement concernés. Ça peut être aussi, j'avais les autres mots-clés, des envois commerciaux, des envois promotionnels ou des envois informatifs. Donc, à différents niveaux d'information. Avec le email marketing, on ne cherche pas nécessairement à vendre, on cherche, je vais en reparler plus tard, à bâtir une relation. Ça passe par une liste de contacts et cette liste de contacts-là tient sur des permissions. C'est ce qui est le plus important. Vous avez la permission d'envoyer à ces personnes-là. Si on parle de retour sur investissement au fil des dernières années, 36 pour 1, donc pour chaque dollar pardon, pour chaque dollar investi, on peut rapporter jusqu'à 36 dollars de retour. Donc, c'est un mode de communication, un média qui est extrêmement puissant pour des petites entreprises parce que les investissements de base n'ont pas besoin d'être très gros pour avoir un retour. Le mail marketing, se démarque par rapport au SEO. Le SEO qui peut aussi être fait de façon très efficace avec des spécialistes, des gens qui connaissent bien ça. Et le paid social media, c'est quand on achète des publicités sur Facebook, Instagram, des médias comme ça. Quelle est la différence si on parle des médias sociaux? On va en reparler principalement. C'est que vous avez exactement l'information sur qui sont les gens qui ont regardé vos messages et qu'est-ce qu'ils en ont fait. Quels liens ils ont cliqué, quelles informations ils ont retenues. C'est un élément important quand on communique avec des personnes. On n'a pas nécessairement cette information-là, par exemple, quand on fait un message sur Facebook ou sur Instagram. Donc, c'est un enjeu important. Je reviens ici, le contact, le lien par rapport aux médias sociaux. Si vous faites une publication sur Facebook, vous pouvez avoir des likes, vous pouvez avoir un certain retour sur votre message, mais vous ne saurez pas exactement les éléments qui les ont concernés. Dans un courriel, vous pouvez avoir des liens qui sont cliqués, donc vous savez exactement le genre de contenu ou le genre d'interaction, en fait, le genre d'interaction qui a été faite, donc le genre de contenu qui les intéresse. Euh, donc, qui vous permettent d'avoir des résultats mesurables et d'envoyer d'autres éléments de contenu similaires à ces personnes-là. On parle aussi de cibles. Bien entendu, par rapport aux médias sociaux, vous pouvez cibler un groupe de gens
basé sur euh, les actions qu'ils ont faites dans le passé, basé sur la localisation géographique, basé sur différents éléments, ce qui vous permet de cibler votre message. On va faire une petite parenthèse ici, le marketing versus le transactionnel. Donc, quand on parle de marketing par courriel, c'est pour maintenir une relation avec un client, avec un membre aussi. C'est important de le mentionner pour les OBNL, les organismes et les sociétés publiques, parapubliques. Il peut informer ou vendre et c'est basé sur la permission. C'est important de comprendre que vous devez avoir une permission pour communiquer avec ces personnes-là, pour marketing par courriel. Un courriel transactionnel, comme son nom l'indique, c'est un message envoyé pour confirmer une transaction. Vous êtes en magasin, on vous dit est-ce que je peux vous envoyer votre facture par courriel? Vous faites un achat en ligne, on vous envoie votre facture par courriel. Vous n'avez pas besoin de donner votre permission. Par défaut, le marchand est autorisé à vous envoyer une facture. Ça fait partie de la relation. Il est obligé de vous fournir une facture de toute façon, donc ça fait partie de la transaction. Si vous demandez un mot de passe perdu, effectivement, la personne est complètement autorisée à vous envoyer un mot de passe ou si vous vous inscrivez sur un nouveau site, et puis la personne dit voici vos informations pour vous connecter, c'est aussi, il n'y a pas besoin de votre permission. Là. Par défaut, c'est une relation d'affaires, c'est une relation transactionnelle. Pourquoi une infolettre? Il y a deux volets qui sont super intéressants. C'est la fidélisation. Donc, envoyer à des gens sur une base régulière de l'information qui les intéresse. Comme je vous dis, c'est important de penser que l'infolette sert à nouer une relation, à construire une relation avec des personnes. Je parle ici de clients, des membres, des donateurs, des bénévoles d'un organisme et que ce n'est pas toujours pour leur forcer un achat, pour leur demander quelque chose. Le but, c'est une relation, en fait, qui se base, une relation de fidélisation. Un engagement aussi, donc partager des mises à jour, des informations, annoncer des nouveaux produits et services, stimuler le lien dans une communauté, dire qu'il y a tel événement qui s'en vient, envoyer des photos des événements passés. Donc, on parle ici d'engagement, de fidélisation, donc de créer une relation avec les personnes à l'autre bout qui reçoivent ces messages. Des idées de contenu, j'en ai parlé brièvement, mais j'ai fait une petite liste ici pour simplifier. Donc, bulletin d'information, infolette, dernière nouvelle, mise à jour. C'est important quand vous faites quand les gens s'inscrivent à votre bulletin ou à votre infolette, qu'il y ait une promesse dès le départ ou un engagement dès le départ qui est, par exemple, vous allez recevoir une infolette chaque semaine le vendredi ou vous allez recevoir une infolette chaque mois le premier jour du mois, où vous allez recevoir une infolette chaque jour, ce qui est un peu plus rare, à moins que vous ayez une grosse équipe pour produire du contenu. Donc, ce qui est important, c'est que quand les gens s'abonnent à votre infolette, elles savent exactement ce à quoi elles doivent s'attendre. Vous pouvez mettre un exemple de votre infolette sur votre site web pour montrer le genre de contenu que vous avez. Qu'est-ce que je peux mettre comme contenu? Vous pouvez avoir, si vous êtes une entreprise qui a accès à des informations ou qui fait de la recherche, vous pouvez rendre disponibles des articles, des rapports, des vidéos, des livres blancs, des choses qui sont exclusives et qui sont du savoir, des connaissances qui sont apportées par votre entreprise et qui ont une valeur énorme pour les gens de l'autre côté qui peuvent les recevoir. Si vous êtes dans la vente, vous pouvez mettre des promotions, des offres spéciales. Vous pouvez offrir un cupcake gratuit à leur anniversaire, un coupon rabais sur un achat qui s'en vient, faire des offres saisonnières aussi pour vos membres, exclusives aux gens abonnés à l'infolette. Donc, les offres du printemps pour nos membres. Tous les gens inscrits à l'infolette auront en rabais cet élément, cet item, ou quand vous venez en magasin ou quand vous achetez en ligne et vous achetez de l'infolette, on vous donne un cadeau gratuit, on vous donne un cordon pour vos lunettes si vous êtes un magasin de sport. Il y a plein de petites choses comme ça qui font que cette infolette-là, ce bulletin d'information-là va avoir une valeur ajoutée. Donc, soit par le contenu ou soit par des petits cadeaux ou des petits bonus ou des promotions. Vous pouvez aussi faire des invitations, des événements. Si vous envoyez une infolette régulièrement, c'est une bonne idée de convoquer
vos clients, vos partenaires, vos membres à vos événements, donc leur annoncer les événements qui s'en viennent et leur permettre de s'inscrire. Ça peut être aussi ce qu'on appelle j'ai juste le terme en anglais, les early birds. Donc, les gens inscrits à votre infolette ont des privilèges au niveau de l'inscription à votre événement, un rabais spécial, le droit à des meilleurs sièges, le droit à des billets promotionnels gratuits. Il y a plein de petites idées comme ça qui font que vos contenus vont avoir une valeur. Du contenu éducatif, donc des conseils, des astuces, des tutoriels, des recettes. Si vous êtes dans l'alimentaire, il peut y avoir des recettes qui sont données, comment utiliser vos produits. Si vous vendez des produits qui sont particuliers, des champignons, des plantes, des choses comme ça, il peut y avoir beaucoup d'informations justement qui est faite. Des guides pratiques. Si vous vendez vous offrez des produits qui demandent un certain niveau de connaissance, un certain niveau d'éducation. On peut faire, par exemple, une série de courriels où chaque semaine ou chaque jour, on donne un petit volet informatif pour apprendre à utiliser le produit. Donc, on aide la personne à l'autre bout à se familiariser avec le produit ou le service par petits morceaux. Donc, il peut y avoir différentes chaînes de contenu comme ça. Tous ces contenus-là peuvent être aussi automatisées. On parle d'automatisation, donc elles peuvent être programmées d'avance. Par exemple, je vais en parler un petit peu plus tard. Bon, il y a les témoignages, des études de cas, des choses intéressantes, comme je vous dis aussi. C'est à la fois entre du savoir et du marketing, du contenu divertissant, des choses que vous avez faites, des petits vidéos amusants, des choses comme ça. Message de bienvenue et de remerciement, il faut faire attention. Si les gens s'abonnent à votre liste, si les gens euh, font des actions, c'est important qu'il y ait une liste différente que la liste de votre infolette pour que les gens comprennent la différence. Et s'ils décident de se désabonner de l'infolette, par exemple, ils ne se désabonnent pas entièrement de tous vos produits et vos services. Rappel, mise à jour, même chose. Si vous avez des mises à jour de produits, des informations, des rappels pour des étapes clés dans vos événements, c'est important que les gens comprennent que soit ils sont abonnés à ces mises à jour-là ou soit ils sont abonnés à votre infolette. Il faut que ce soit des contenus différents, mais aussi des listes qui sont différentes pour que, par exemple, si je m'inscris sur un site où j'achète un produit et puis je commence à recevoir euh, des, euh, des vidéos amusantes, des informations sur le produit sans m'être abonné à l'infolette. Je n'ai pas donné ma permission pour ça. C'est important que les gens, quand ils s'abonnent à parlons d'une infolette ou parlons d'un courriel envoyé sur une base régulière, qu'il y ait une permission qui soit donnée, donc qu'ils soient conscients de leurs actes. Pourquoi? Parce que ça va éviter qu'à un moment donné, ils reçoivent quelque chose et puis ils se disent, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Je suis pas au courant, j'ai jamais donné ma permission pour ça. Et qu'au lieu de se désabonner, ils cliquent sur le pourriel, ce qui est la pire chose qui peut arriver, là. On va en reparler un petit peu, là, mais les gens qui se désabonnent à une infolette, ça n'a pas de conséquences. Les gens qui vous déclarent comme étant du pourriel, ça a des conséquences sur les envois futurs. Je vais en reparler. On est là-dedans. Les lois anti-pourriel au Canada, on est géré par la loi LCAP, qui est en anglais la loi Castle, qui est la loi anti-pourriel, qui s'assure que, par exemple, vous avez l'obligation d'avoir dans le bas de votre infolette, dans le bas de votre communication, une adresse postale physique. Vous avez aussi l'obligation de fournir un lien de désabonnement. Un lien désabonnement, de toute façon, c'est la meilleure idée. Comme je vous dis, c'est beaucoup plus important que les gens se désabonnent et beaucoup moins risqué pour vous que les gens déclarent comme pourriel. Donc, ces lois-là ont certaines obligations. Comme je vous dis, les deux éléments qui sont super importants, l'adresse postale physique, le lien de désabonnement et aussi, dans le cadre de ces lois-là d'anti-pourriel, vous avez un certain nombre de jours pour désabonner les gens de votre liste. Si je demande à être désabonné et qu'un mois plus tard, 30 jours plus tard, je reçois encore vos courriels, vous ne respectez pas la loi canadienne là-dessus. La loi canadienne est une des lois les plus rigoureuses et puis c'est une bonne chose parce qu'en fait, ben, tout le monde est au courant. Le pourriel est un enjeu énorme euh, dans les boîtes.
Ça amène énormément de bruit, ça fait perdre énormément de temps et on parle même pas encore de tout ce qui est de l'hameçonnage, donc les tentatives pour obtenir des données personnelles et tout ça. Donc, c'est bien qu'il y ait des lois comme ça et c'est bien de les supporter quand vous avez des bonnes pratiques euh, de loi, au niveau des lois, au niveau de vos pratiques de courriel. Ça a un impact non seulement sur vos envois maintenant, mais sur votre réputation. On peut en parler un petit peu à ce moment-ci. La réputation et l'engagement, je vais en parler un petit peu plus loin, sont des éléments qui sont très importants dans toute votre vie de marketing par courriel. Il y a une autre loi dont vous avez sûrement entendu parler, la loi 25 au Québec, qui sont des lois de protection de la vie privée. Ça, c'est par exemple quand vous obtenez des informations personnelles sur quelqu'un, donc une adresse courriel, prénom, nom, vous êtes tenu à protéger ces données-là et à communiquer avec la personne qui vous donne ces données-là, qu'est-ce que vous allez en faire. Donc, normalement, on indique qu'on ne doit pas partager ces données-là, on ne doit pas vendre ces données-là, et ces données-là vont être strictement utilisées, par exemple, pour communiquer avec cette personne-là, pour envoyer soit des courriels transactionnels ou soit des courriels de marketing. Bien entendu, quand vous envoyez des informations à des gens, on estime que les listes vous appartiennent, donc que vous avez les informations et vous avez les permissions. En Europe, il y a la RGPD, le GDPR, qui est une loi aussi qui est très stricte au niveau des protections de la vie privée, qui protège aussi tous les gens qui sont sous ce couvert-là au niveau de la vie privée. Au niveau des bonnes pratiques, on fait la différence entre les lois. Les lois, c'est les mesures légales auxquelles vous devez vous conformer. Les bonnes pratiques sont des choses qui vont aider la qualité de votre engagement. Là-dedans, il y a deux choses qui sont très importantes. Hygiène de la liste. C'est un drôle de mot, mais en fait, c'est vraiment ça. Gérer les désabonnements. Si les gens demandent à être désabonnés, désabonnez-les. Ça ne sert à rien de garder des gens sur votre liste qui ne veulent plus être là. S'il y a des gens qui font des plaintes pour compte pourriel, il faut que ces gens-là soient retirés de la liste immédiatement. On ne peut plus communiquer, réabonner ces gens-là. Donc, les gens qui font des plaintes doivent être désabonnés pour s'assurer que ces plaintes-là ne se reproduisent plus. L'engagement, c'est le niveau d'ouverture et le niveau de clic sur vos listes. Si vous avez une énorme liste à laquelle vous postez, par exemple, vous envoyez une fois par année, par exemple, les vœux du temps des fêtes, votre taux d'engagement va probablement être très bas. Qu'est-ce qui va arriver? Vous allez avoir des adresses qui vont avoir changé au cours de l'année. Donc, vous allez avoir des taux de rebond, des bounces qui vont être élevés parce que ces adresses-là sont disparues. Vous allez avoir des taux de plaintes qui vont être élevés parce que ces gens-là ne se souviennent plus qui vous avez donné un jour la permission, se souviennent même peut-être plus de votre entreprise et vous allez avoir des taux de désabonnement aussi élevés. Donc, l'engagement, c'est cette qualité-là qu'a votre liste de susciter l'intérêt, de susciter l'ouverture, de susciter les clics. Pourquoi c'est important? Parce que si j'envoie, par exemple, ma liste, et puis dans ma liste, c'est réparti entre Vidéotron, Bell, Gmail et, par exemple, Yahoo, un autre fournisseur d'accès, si ma liste a une qualité d'engagement supérieur et que beaucoup de gens, par exemple, dans ma liste de Bell ou dans ma liste de Vidéotron, ouvrent les serveurs, allons-y très simplement, vont tenir compte de ça. Ils vont se dire, oh, ces gens-là sont intéressés à recevoir ce contenu. Cette liste-là est d'une bonne qualité, donc vont avoir tendance à laisser passer plus vos contenus. Si les premières adresses de votre liste arrivent, par exemple, chez Gmail et sont bloquées les unes après les autres, il est très possible que le reste de votre liste, même si vous avez les permissions, ne soit pas envoyé chez Gmail. Parce que Gmail va dire, OK, attends, on a une plainte, on a une plainte, on a une plainte. Wow, qu'est-ce qu'on fait avec cette liste-là? Donc, c'est super important d'avoir des listes qui sont à jour, d'avoir des listes auxquelles vous envoyez sur une base régulière et avoir des listes autant que possible qui sont engagées pour des raisons financières, pour des raisons commerciales, pour des raisons aussi de réputation, d'engagement. Il n'est jamais recommandé d'avoir une énorme liste
auquel vous envoyez rarement, qui a des très faibles taux d'ouverture et des très faibles taux de clics. Parce que à la longue, ça va nuire à la réputation de votre liste. Donc, eh ben, vous allez avoir de moins en moins de possibilités d'envoyer. Il va y avoir un désintérêt et des blocages qui vont se créer au niveau des serveurs. L'authentification, je viens de parler de Gmail et Yahoo. Gmail et Yahoo viennent de mettre en place, au début de février dernier, des politiques pour bloquer les courriels qui ne sont pas authentifiés, donc qui ne sont pas envoyés d'expéditeurs authentifiés. Qu'est-ce que ça veut dire? Un expéditeur authentifié, ça veut dire en gros qu'on a donné la permission à une tierce personne d'envoyer à notre place. Et ça veut dire que si vous utilisez une adresse Gmail pour faire du marketing par courriel, cette adresse-là va être bloquée par Gmail et bloquée par Yahoo parce que vous ne possédez pas cette adresse. Vous n'avez pas la permission d'utiliser cette adresse-là. C'est une adresse que vous pouvez utiliser pour communiquer, bien sûr, mais vous ne pouvez pas l'utiliser pour faire du marketing par courriel. Donc, ça vous prend un domaine, votre propre domaine, et vous devez donner la permission. On parle par exemple d'un parti à votre place. C'est un petit peu compliqué, je vais en reparler plus tard, mais c'est un très grand enjeu pour nous, pour certains de nos clients, parce que, il y avait des clients qui n'avaient pas de domaine, qui n'avaient pas de site web et qui maintenant ont besoin d'un domaine et d'un site web parce qu'ils doivent prouver euh, qu'ils possèdent leur adresse. Je vais maintenant vous faire une petite démonstration à partir de l'application des différentes sections. Je vais juste On va y aller. Donc, ici, j'ai un compte mail typique. C'est le premier, quand on ouvre un compte, en fait, on arrive dans ce compte-là. Donc, vous avez ici un petit guide qui vous permet, pour débuter, vous avez quelques éléments. Créer un courriel, ajouter des contacts, créer un segment, authentifier le domaine d'envoi. Je suis très chanceuse. Moi, c'est déjà fait. J'utilise une adresse démo au domaine de kekmail.com, donc je n'ai pas à me préoccuper de cet aspect-là et planifier, envoyer votre campagne. Donc, le tableau de bord vous donne quelques informations aussi pour vous guider. Si je vais je vais commencer par l'onglet Contact. Je vous le dis, les contacts, c'est l'élément le plus précieux de ce que vous avez. Si vous voulez en savoir plus, comme je vous dis, on esquisse aujourd'hui. J'ai un webinaire juste sur les contacts et la gestion des contacts. Et nous avons un webinaire juste sur la préparation des campagnes, donc à la fois le contenu et le design. On a aussi quelque chose sur les automatisations. Donc, aujourd'hui, on va esquisser. On peut ajouter les contacts un à un ou importer les contacts. Si j'importe les contacts, on peut télécharger un fichier CSV ou on peut coller d'une feuille de calcul. Si je prends une feuille de calcul, je vais me prendre ici, j'ai une liste de clients. Ça va très vite. J'importe ici dans KekMail. Donc, je me suis créé une entreprise de cupcakes par passion personnelle pour le démo et par gourmandise. Donc, j'ai ici le nom du client, qui est en fait, appelons-le le prénom, le courriel. Et ici, c'est saveur chocolat, saveur vanille, saveur red velvet, végétarien, vegan et sans gluten. Donc, j'ai mes saveurs selon les clients. Si je fais continuer, ici, j'ai prénom, mon fichier est déjà, mon champ, pardon, est déjà nommé, courriel. Ici, j'ai chocolat, vanille. C'est des, c'est des exemples pour vous comprendre, pour vous permettre un peu de comprendre. Donc, je continue. Je confirme que j'ai la permission complète. C'est une étape qui est très importante. Vous êtes responsable d'avoir les permissions de votre liste. Si vous importez des courriels dans un outil de gestion de campagne courriel, on vous demande à chaque fois de prendre la responsabilité de votre liste. Voilà. Donc, si je vais voir ici mes contacts, on voit ici que mes contacts ont été ajoutés. Ils sont tous actifs parce qu'ils n'ont jamais été envoyés. Et mes champs sont synchronisés. L'élément important, il faut que vous compreniez, c'est que le cœur de tout ça, c'est l'adresse courriel.
Vous pouvez changer une fiche, vous pouvez changer des informations sur une fiche, l'éditer, mais vous ne pouvez pas modifier l'adresse courriel. Parce que l'adresse courriel, c'est ça qui va vous servir après, au niveau de tous les éléments, à faire un suivi. Vous allez mesurer les ouvertures, mesurer les clics, mesurer les actions prises avec cet élément-là à partir de l'adresse courriel. Quand j'ai mes courriels, tout à l'heure, on a parlé de l'importance de personnaliser et l'importance de cibler. Si, par exemple, ici, j'ai mes courriels et puis je décide d'envoyer, par exemple, c'est la journée, je ne me souviens plus quel jour, mais c'est la journée du chocolat. Donc, je vais créer un segment et la condition, chocolat et oui. Donc, je peux préparer une campagne qui va être envoyée uniquement à ces clients-là. Ça sert à quoi? J'ai une entreprise, j'ai plusieurs succursales. J'envoie des choses différentes, par exemple, à celles qui sont Mylène, celles qui sont à Québec, celles qui sont en Outaouais. Vous pouvez baser là-dessus. Vous pouvez aussi, qu'est-ce qui est super intéressant, choisir des conditions qui sont sur des actions. Là, c'est un nouveau activité du courriel. C'est un forfait de base, là, mais c'est pour vous montrer. L'activité du courriel, par exemple, je peux choisir a ouvert, n'a pas ouvert, activité du courriel ou activité du lien. Donc, si je veux faire une campagne de suivi, je dis par exemple, je suis une commission scolaire ou un organisme, j'ai communiqué un événement important. J'ai demandé aux gens de s'inscrire, il y a un lien à cliquer, je vais voir dans mes résultats et je vois qu'il y a des gens qui n'ont toujours pas cliqué le lien. Ceux qui ont cliqué le lien, je n'ai pas besoin de leur envoyer le rappel, ils ont déjà cliqué le lien, j'estime qu'ils se sont inscrits. Vous pouvez donc aller refaire une campagne en choisissant ceux qui n'ont pas cliqué le lien. Vous pouvez choisir dans la liste le lien exact. Ça vous permet d'envoyer des campagnes de plus en plus ciblées, soit selon, comme je vous dis, les caractéristiques. Bon, ici, on a des saveurs de cupcake, mais ça peut être différentes choses. Comme je vous dis, ça peut être par zone, ça peut être par activité ou par les actions qu'ils ont prises sur le courriel. Vous aviez quelque chose à faire lire qui est important. Vous avez vu qu'il y a une partie qui n'ont pas ouvert. Vous pouvez renvoyer un courriel pour voir si les gens ont finalement ouvert le courriel. Donc, vous pouvez créer des segments pour la liste. D'autres choses aussi qui sont possible, vous pouvez créer des étiquettes, vous pouvez créer des intérêts. Donc, ça vous permet de cibler à chaque fois vos contacts selon des critères précis pour éviter d'envoyer le même contenu toujours aux mêmes personnes, mais sélectionner des contenus à la fois toujours plus pertinents pour vos listes. Dans les contacts, c'est ça les éléments pour le moment qui sont importants. Comme je vous dis, quand vous allez envoyer une première campagne, vous allez voir ici le statut a changé. Ça peut être ça peut être un rebond. Ça veut dire que rebond permanent, l'adresse courriel que vous avez dans votre liste est plus bonne. Ça sera plus possible de lui envoyer. Euh, Rebond temporaire, ça se peut que ça n'a pas passé cette fois-ci, mais les rebonds temporaires vont être essayés à quelques reprises avant qu'on enlève l'adresse de la boîte. Donc, ça vous donne quand même une petite chance. Donc, rebond permanent, rebond temporaire. Je ne veux pas aller trop loin parce qu'il y a énormément de matière, mais on a beaucoup de documentation sur le site, puis notre équipe est absolument fantastique pour expliquer tout ça. Donc, je vous présente un peu les contacts. Quand on a des contacts, qu'est-ce qui est important aussi? On se dit, par exemple, je vais aller créer un formulaire pour ma liste. Là, je vais vous montrer quelque chose. J'ai déjà fait ma marque. Dans votre marque, vous pouvez aller gérer votre logo et vos couleurs. Ces éléments-là vont être utilisés dans différents courriels. Ici, c'est l'inscription de ma liste. À l'inscription de ma liste, les gens vont recevoir, vous êtes maintenant inscrit à la liste de Janine Dessert avec mon logo, avec mon petit dessin et dans mes couleurs. Donc, ça vous permet la même chose pour les courriels d'abonnement. Ça nous permet aussi de faire des gabarits intelligents. Donc, je vais juste aller, excusez-moi, je vais juste retourner au niveau des formulaires. Je peux créer un formulaire
qui s'appelle, par exemple, oups, par exemple, mon infolette s'appelle Abonnement gourmand. Et puis, liste de gourmandise Janine, c'est pour ma liste que j'ai maintenant. Et ensuite, je vais mettre ce formulaire-là pour récupérer d'autres adresses courriels. Consentement avec confirmation. C'est quoi la différence des niveaux de consentement? Le consentement avec ton confirmation, c'est le niveau de consentement qui est le plus fort. Donc, vous envoyez un courriel à la personne pour lui dire, voulez-vous bien confirmer que vous avez décidé de vous inscrire à cette liste-ci? La personne doit cliquer sur un lien pour confirmer. Pourquoi c'est important? Parce que sur Internet, il y a énormément de robots qui circulent, qui passent et qui regroupent des adresses, qui envoient des adresses et qui valident la validité des adresses en les inscrivant à des sites, ce qui est complètement absurde, mais qui fait énormément de bruit dans les boîtes courriels. Je me suis retrouvée avec une liste un jour et j'avais comme 2000 abonnés. Je ne savais pas du tout c'était qui. Donc, le consentement avec confirmation permet de dire oui, je me suis bien abonné. Si la personne s'inscrit avec une coquille, par exemple, ou une adresse qui est invalide, elle ne recevra jamais cette confirmation-là. Mais donc, vous, en même temps, vous n'enverrez pas un courriel à une adresse qui n'existe pas, risquer risquer de se faire un rebond. Consentement simple, c'est un choix aussi, c'est pas illégal, donc c'est possible. Vous n'avez pas de courriel d'inscription à envoyer. Si vous mettez en ligne un formulaire librement sur Internet, on vous recommande toujours très fortement d'avoir une confirmation pour éviter justement qu'il y ait des abonnés qui ne veulent pas vraiment s'abonner et qu'il y ait du bruit dans votre formulaire. Donc, je crée mon formulaire, abonnement gourmand, et puis à ce moment-là, je peux modifier le formulaire, je peux obtenir l'URL pour l'ajouter sur un site web, le mettre sur une tablette. Euh, c'est des choses dont on va parler plus tard dans une autre formation. Je ne veux pas aller trop loin. Campagne. Qu'est-ce que je fais? Je décide de faire un courriel, donc j'ai le choix ici. Bon, ça ici, si j'avais des campagnes envoyées, ce serait ici. Boîte d'envoi en cours d'envoi, brouillon, comme le nom le dit. Gabarit qu'Ecmel propose par défaut. Ça, c'est mes gabarits. Des gabarits intelligents qui sont en fait des gabarits pour différentes occasions qui sont déjà à ma marque. Donc, j'ai rentré les informations de ma marque, sont déjà à l'intérieur. Donc, ça peut être, par exemple, des mises à jour, une promo cadeau d'anniversaire. C'est pour vous donner des idées. Bien entendu, tous ces gabarits-là sont modifiables. Si vous allez dans créer une campagne, vous allez avoir aussi des gabarits gratuits qui sont en partie les gabarits comme ça, mais vous avez aussi, par exemple, des gabarits pour, bon, Noël, c'est pas tout à fait, le cancer du sein, les offres du Cinco de Mayo. Donc, ma connexion Internet a de la misère, mais normalement, vous devriez voir des images pour tout ça. Voilà, ça s'en vient. Donc, vous avez des modèles aussi. Tous ces gabarits-là sont modifiables. Vous pouvez aussi commencer euh, de zéro, donc avec un espace vierge, ou si vous avez déjà un gabarit, l'importer, l'utiliser comme ça. Donc, par exemple, si je vais partir de quelque chose de très simple, donc, bon, peu importe lequel, si je sélectionne ce modèle-là va s'ouvrir dans un éditeur. Donc, cet éditeur-là est fait pour, je ne vais pas perdre trop de temps à taper des choses, mais juste pour vous donner une idée, pour éditer très facilement les contenus. C'est un éditeur qui fonctionne avec des blocs. Donc, vous avez les blocs qui vous permettent de créer des colonnes à une ou deux colonnes ou trois colonnes avec des espacements différents. Donc, par exemple, si j'ajoute une colonne ici, visuellement, ça n'aura pas de sens, mais vous allez comprendre. Et puis, je dis, par exemple, ici, je vais ouvrir avec un GIF animé de ce côté-ci et ici, avec une vidéo. Vous me direz que esthétiquement, c'est douteux, mais c'est juste pour vous faire comprendre. Donc, si j'ai une vidéo, j'ai simplement à prendre un lien d'une vidéo qui existe sur YouTube ou sur Vimeo, et puis cette vidéo-là, elle ne va pas s'afficher. Il va y avoir un lien avec visuellement une image de l'écran
et une flèche pour indiquer que c'est une vidéo. Si je vais ici, Giphy, j'ai des en ligne, je peux faire de la recherche. Restons sur le thème des cupcakes. Donc, voilà. Donc, je peux choisir tous mes éléments visuels. Ça ne me plaît pas, je trouve que c'est trop lourd, je détruis. Ici, je modifie mes textes. Vous pouvez modifier, bien entendu, la taille des fontes, la couleur, tous les éléments. On vous recommande, en fait, on a une liste fermée de fontes. Pourquoi? Parce que l'affichage est différent selon les lecteurs. C'est important d'avoir des fontes qui sont standards, en fait standardisées pour permettre d'afficher très joliment votre contenu partout. Les blocs sont modifiables. Vous pouvez ajouter des images. Vous avez le choix entre des images que vous pouvez bien entendu téléverser ou importer, mais vous avez aussi dans l'outil des images gratuites. Continuons avec mon obsession du cupcake. Donc, c'est des images qui sont gratuites, libres de droit, que vous pouvez utiliser. J'ai simplement cliqué dessus. Si j'ai mes images, je vais pouvoir les gérer de la même façon, les mettre dans mon site et les insérer dans mon contenu. Ici, j'ai par exemple ce contenu-là. Je me dis, bon, en dessous de ça, je vais ajouter par exemple un titre ou un paragraphe. Je fais glisser ici. Je décide de le mettre d'une autre couleur. Je vais ici. Voilà. Ce qui est important que vous compreniez, c'est que ces outils-là sont faits pour être à la disposition de gens qui ne sont pas des programmeurs. C'est vraiment des outils qui sont faits pour que visuellement ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on recommande? Partir de gabarits existants qui ont été faits par des designers. Donc, les gabarits qui sont disponibles, si vous avez des designers à votre disposition, c'est absolument merveilleux. Sinon, ces gabarits-là sont faits. Qu'est-ce qui est important? Pourquoi? Parce que si vous allez voir sur mobile, les espacements vont faire du sens, le contenu va faire du sens, les éléments vont être aux bons endroits. Si vous allez en mode sombre, la plupart d'entre nous, beaucoup d'entre nous ont des téléphones en mode sombre, vous allez voir aussi que l'affichage va être approprié. Fait que c'est important que vous compreniez que la différence entre des gabarits que quelqu'un dessine et un designer dessine, c'est surtout à cause de toutes les contraintes d'affichage que vous ne maîtrisez pas du tout. Vous ne maîtrisez pas comment les gens vont l'ouvrir. Vous ne maîtrisez pas le fait qu'ils vont être sur un téléphone, quel type de téléphone. Donc, en partant sur des gabarits qui sont faits, soit par les gabarits gratuits qui sont à votre disposition ou des gabarits que vous avez d'un designer qui va vous permettre de les visualiser, ça va vous permettre un affichage qui est standard. Il y a plus de la moitié des courriels qui sont ouverts sur un téléphone cellulaire. Donc, si vous partez puis vous dites, ah, ça, c'est magnifique, c'est vraiment à mon goût, et puis quand vous arrivez en mobile, en mode sombre, vous perdez le logo qui est disparu, vous perdez le texte. Vous voyez, regarde, mon contraste, c'est peut-être pas super bon ici. Fait que probablement que je me dirais, ah, je vais aller réviser ma couleur de texte ici. Découvrir nos nouveautés, c'est un peu illisible. Donc, ça vous permet vraiment de voir si ça vous convient, si ça vous convient pas, et puis de faire vos tests. Donc, vous avez ici des abonnements, les clients, les éléments qui doivent être présents. Je peux ajouter, bien entendu, mes promotions sur Facebook. Donc, je mets mes liens. Si j'ai un Twitter, je le mets. Si j'en ai pas, je l'enlève. Mon compte Instagram. Et puis, j'ajoute, si j'ai d'autres icônes, si j'ai un WhatsApp, si j'ai d'autres informations, je peux rajouter tout ça, toutes les façons d'être connecté. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui pour cette petite formation de base-là. Bien entendu, ensuite, vous pouvez, allons-y par exemple pour sauvegarder. Si on continue, donc, je choisis mon sujet. Il y a un truc chouette ici. Si vous avez du contenu, là, j'ai pas de contenu, on peut générer un sujet avec du AI. Il va vous proposer des caractères. Ici,
il a fait quelque chose de très générique parce que si j'avais mis beaucoup de choses de dessert, il m'aurait ajouté un sujet dans le sens. Et j'ai beaucoup de contenu en anglais, qui va être envoyé à la liste gourmande de Janine. Si j'ai créé un segment, par exemple mon segment chocolat que j'ai oublié de sauvegarder, j'aurais pu envoyer seulement à mes abonnés du segment chocolat ou de peu importe le segment. Mon, mon expéditeur, mon adresse courriel. Et ici, je peux mettre les UTM de la campagne. Si j'ai un suivi, par exemple, si c'est branché avec des Google Analytics, tout ça, vous pouvez programmer la campagne d'avance. Donc, dire, je veux l'envoyer celle-ci jeudi matin ou jeudi après-midi à 4 heures parce que tout le monde va avoir faim et je vais les expédier dans le domaine de la gourmandise avec ça, ou vous pouvez l'envoyer immédiatement. Donc, vous pouvez rajouter des intérêts, vous pouvez rajouter des segments. On parle encore de segmentation, de précision. Vous pouvez aussi rajouter bonjour Isabelle ou bonjour Kim ou bonjour Philippe dans le courriel en utilisant le prénom dans votre liste. Vous pourrez rajouter des éléments. Par exemple, j'avais chocolat tout à l'heure, j'aurais pu rajouter en disant bonjour. Philippe, on sait que tu adores le chocolat. Voici donc 16 recettes ou voici donc notre nouveau cupcake complètement dément. Donc, ça vous permet vraiment d'attirer l'attention de votre lecteur. Il se sent beaucoup plus interpellé, il se sent beaucoup plus concerné. J'ai fait pas mal le tour des choses. Il y a d'autres éléments ici, mais il y a vraiment beaucoup d'éléments qui sont à voir à un autre niveau. Ici, vous pouvez définir, je vais faire rapidement une petite minute. Vous pouvez définir les utilisateurs dans votre compte. Donc, moi, je suis l'utilisateur actif, mais je peux inviter d'autres utilisateurs à venir accéder au compte. Au niveau des expéditeurs, vous en allez, ici, c'est plus de serre à kekmail.com. L'adresse est authentifiée, le domaine est authentifié. Si ce n'est pas le cas, ça peut créer des enjeux. Il y a des informations ici pour en savoir plus et surtout, il y a notre équipe qui est disponible pour répondre à ces éléments-là. Donc, voilà. Fait que c'est un peu ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Comme je vous dis, c'était une formation de base sur tout ce qui entoure le marketing par courriel. J'espère que vous avez des choses intéressantes. Je suis disponible si vous avez des questions. Vous pouvez les taper les inscrire dans la réunion. Oui, c'est beau, je vous lis. La langue par défaut. Merci. Donc, quand vous êtes dans un utilisateur, c'est l'utilisateur qui gère la langue, donc vous allez dans Voir et vous avez ici toute la configuration. Ça me permet de parler du fuseau horaire. Je suis à Montréal. Si je travaille de Paris, c'est une bonne idée. Mettons, vous créez votre compte à Montréal. Après ça, vous allez à Paris. C'est une bonne idée de changer le fuseau horaire de votre compte. Donc, vous pouvez changer la langue. Les langues disponibles pour le moment, c'est français, anglais et espagnol. Qu'est-ce que ça change? Ben, toute votre interface va être changée. Et quand vous allez créer des listes, c'est important aussi. Par exemple, si vous créez une liste français, les gens vont recevoir les confirmations en français. Si vous créez une liste en anglais, les gens vont avoir les messages de confirmation en anglais. Au Québec, c'est vraiment la plupart de nos clients et d'autres pays où c'est multilingue créent une liste par langue pour s'assurer que tous les éléments de confirmation, tous les éléments de contact, toutes les interactions avec les clients sont dans la langue qu'ils ont choisie. On a mis aussi un élément de sécurité, la validation en 2 étapes. Donc, si vous l'activez, vous avez un QR code avec votre téléphone qui vous permet en fait de bloquer votre compte, pas le bloquer que vous ne pourrez pas l'utiliser, mais de bloquer le compte à l'accès d'autres personnes. Donc, toutes les explications sont là. Je ne rentrerai pas là-dedans aujourd'hui, mais vous pouvez protéger votre compte ainsi. Pour les choses personnelles, Philippe, je vais faire un suivi avec notre équipe. J'ai votre adresse courriel. Je vais m'assurer que je fais le suivi.
Normalement, les réponses, ça va très vite. Merci pour tout le monde. Où est-ce que je peux changer mon abonnement? Forfait et facturation qui va ouvrir un module, en fait, pour l'abonnement. Vous avez, à la base, vous pouvez quand même, vous avez des outils, là. Vous avez une limite de contact 2000, il faut envoyer jusqu'à 10 000 courriels par mois. Un utilisateur. Euh, il y a des choses que vous pouvez faire en partie pour les campagnes d'automatisation, mais pas tout. Et puis, sinon, vous avez quelques éléments qui sont possibles. Et puis, si vous avez besoin de plus, vous pouvez choisir une mise à niveau qui vous permet d'avoir plus. Si vous voulez avoir, ça dépend du nombre de contacts, ça dépend ici, ça varie. Si vous avez des besoins spécifiques, contactez l'équipe aussi, ils pourront vous conseiller. Donc, je m'occupe pour ça. Si vous avez des demandes, je suis en train de voir, il y a des demandes personnelles dans le, pardon, dans le chat. Je vais m'en occuper tout à fait. Et ne vous inquiétez pas. Quand c'est des questions sur un compte un compte spécifique, on va régler ça après la formation. Donc, ben, je vous remercie beaucoup. J'espère que ça a été utile pour vous. Et puis, je vous invite à, si vous voulez savoir plus sur la gestion des listes, il y a encore beaucoup de choses, et sur la préparation d'un courriel, à la fois avec l'outil de gestion, mais aussi des genres de contenu. Euh, pour les webinaires, vous avez accès. J'ai envoyé l'information par courriel. C'est moi qui m'occupe de tout ça. C'est mon bébé. J'ai envoyé l'information par courriel. Sinon, à partir du site de CakeMail, vous avez un endroit à cliquer dans le haut, puis vous avez tous les webinaires et les formations. Vous avez une page. Je vais faire le suivi avec vous, Philippe. Je vais vous l'envoyer. Ah, ben, regardez, je peux même vous la coller directement. Juste un petit instant. C'est ça, tout est annoncé sur CakeMail. On ne l'a pas annoncé pour courrier à l'heure. Je vais juste aller Français Canada. Voilà, je vous le mets ici. Donc, vous pouvez cliquer sur ce lien-là, puis vous allez voir ce qui s'en vient au niveau des formations. On a des choses plus spécifiques avec des invités, mais sinon, on a la formation sur une base régulière. Je vous remercie beaucoup. J'espère que ça a été utile et puis à une prochaine. Bonne fin de journée.